bonjour à tous. Donc, je suis Bastien Pétrissens, je suis ingénieur infrastructure au CH Côte Basque. Donc, au travers de ce témoignage, je vais présenter en fait le cheminement qui nous a amené vers l'hyperconvergence et vers Nutanix, sinon je ne serais pas là. Donc, pour commencer, je vais présenter le contexte. Donc, il faut savoir que… Alors, mes slides ne passent pas. C'est très bien. OK, très bien. Donc, il faut savoir qu'on a un petit GHT, enfin moyen GHT, puisqu'on n'a pas de CHU chez nous. Donc, pour l'instant, c'est deux établissements, le CH de la Côte Basque à Bayonne et le CH de Saint-Palais, donc à Saint-Palais. Donc, ça représente, vous avez quelques chiffres là, 3500 salariés, 1200 lits. Donc, on est établissement support du GHT à Bayonne, mais on a une petite particularité puisqu'on a une DSI commune entre les deux établissements. On va dire que c'est une chance par rapport à d'autres GHT qui ont des difficultés, on va dire, de collaboration ou vu que les équipes informatiques, il n'y a pas de fusion entre les équipes informatiques. Donc, nous, c'est un seul et même service informatique pour tout le GHT. Donc, on est une équipe IT de 15 personnes, donc 3 personnes spécifiquement sur la partie infrastructure qui ont pu baigner dans ce projet. Donc, on a deux salles informatiques qui sont les deux sur le CH de la Côte Basque, distantes de 200-300 mètres. Donc, ce n'est pas optimum, mais on n'a pas mieux. Un parc de 350 VM qui tourne et qui tournait aussi que sur du VMware. Donc là, c'est l'état actuel. On a 14 nœuds Nutanix qui servent à faire tourner notre prod, on va le voir plus tard, Citrix, production applicative, l'infrastructure, enfin tout ce qui est AD DNS, bon, l'infrastructure Windows et tous les serveurs d'infrastructure. 60 applications. Donc sur les nœuds, enfin on a un DPI donc, qui est en partie pour l'instant sur Nutanix, mais ça je vais l'expliquer plus tard. Et le PAX qui est sur Nutanix, alors petite nuance, le PAX à court terme est sur Nutanix et on a toujours une solution, je l'expliquerai, de NAS à part, mais ça ne rentrait pas dans le scope parce que le NAS est tout récent. Donc voilà, je vais vous faire… On a commencé le projet il y a bientôt un peu plus d'un an, oui, mars 2019 donc. Donc la réflexion de base, c'était on avait une infrastructure standard, c'est-à-dire des serveurs avec du compute et de la RAM, et une partie stockage qui était décorrélée du SAN standard. Donc là, c'est le schéma. En haut, vous trouvez, on avait deux châssis C7000 HP avec 14 lames ESX. Donc les deux salles en actif-actif, reliées avec tout ce qui va bien, un réseau de SAN Brocade et en stockage du Metro Cluster de chez NetApp. Donc, on est parti du constat en fait que les deux châssis C7000 étaient anciens et pas évolutifs. Il y en a un qui avait presque 10 ans. Donc, bon, il était l'heure de le changer. Et en plus de ça, pas d'évolution possible puisqu'il ne pouvait pas accepter de lames de génération récente chez HP. Donc, on avait un blocage niveau compute d'évolution, même si ça fonctionnait bien. Et le coût en maintenance, en plus, était très élevé. Et en plus, on avait un autre souci, c'était un manque de performance criant au niveau du SAN en termes d'IO. On avait des LUN en hybride, SSD en hybride, et du standard. Alors, on avait des grosses baisses de performance sur notre DPI. Ça se retranscrivait par des temps d'ouverture session aussi très lents sur Citrix, des requêtes sur le DPI qui mettaient plusieurs secondes. Donc, on partait d'un moment où il fallait qu'on fasse évoluer à la fois le compute et à la fois le stockage. Donc, on a fait plusieurs devis. D'abord pour rester sur du standard, c'est-à-dire changer, rajouter du disque SSD sur notre BSAN. Mais en faisant des calculs financiers, on a vu que le disque SSD sur la BSAN, plus le coût de maintenance, puisque la baie avait 4-5 ans, qui commençait à augmenter, on s'est naturellement orienté vers l'hyperconvergence. On a demandé plusieurs chiffrages à plusieurs éditeurs. Donc, bon, on ne va pas les citer, les 3 leaders en termes de part de marché. Donc, il y avait Nutanix dans le tas. Donc, voilà. Donc, là, c'est un point sur tous ceux que je viens de dire. Donc, un coût importance de maintenance des éléments d'infrastructure, que ce soit les châssis C7000, les deux, et aussi la BNetApp qui allait rentrer dans une phase où on allait augmenter le prix de maintenance. Donc, un budget de renouvellement trop important. Ça nous faisait changer en one-shot, si je peux le dire, toutes les lames de notre châssis C7000, soit en basculer tout, soit rien. Le côté hybride est plus compliqué. Et donc, nécessité budgétaire de découper le projet en plusieurs phases.
Le but, c'est bien sûr, c'est d'étaler les budgets sur plusieurs années. On n'avait pas le budget en 2019 pour tout changer. Du coup, il fallait qu'on l'étale sur 2 années. Enfin, même 3, puisqu'on a une avance de budget. Bon, on va dire que même en termes de financement, c'est 3 années. Donc, le critère de succès et le but de cette manipulation et de cette évolution, c'était de rétablir le niveau de service. Bon, comme j'expliquais, des gros problèmes de performance en termes d'IO, d'apporter les ressources nécessaires, puisqu'on avait aussi, on sait qu'on aura, et on l'a en ce moment même, une augmentation de la surface de stockage, capacité à renouveler l'infrastructure par phase, donc je viens de l'expliquer. La facilité d'exploitation et la réduction des coûts. Alors ça, c'est, on va dire, dans tous les projets. Ça, on va dire que ce n'est pas spécifique à l'hyperconvergence à Nutanix. Si ça peut nous faire gagner du temps et de l'argent, donc je vais expliquer comment on a pu répondre avec une solution d'hyperconvergence et Nutanix à ces problèmes. Donc on est parti de ce constat et on a décidé de phaser le projet. Donc on a lancé la réflexion en mars, enfin même un peu avant. En mars, on va dire qu'on a lancé le projet avec Nutanix. Avant, on a rencontré les différents interlocuteurs et constructeurs qu'il y a sur le marché. Donc on a lancé le projet en mars et on a décidé de phaser ça en 3 grandes phases pour étaler au niveau des budgets. Donc une première phase qui concernait tout notre environnement Citrix, de bureau Citrix. Donc il faut savoir que ça correspond à 100 VM, à 1050 utilisateurs en simultané en journée. Et on a choisi ça parce qu'on a remarqué qu'en termes d'IO, ça représentait beaucoup d'IO d'écriture sur disque. Du coup, on savait qu'en 2019, enfin en juin 2019, quand on allait se lancer dans ce projet, on allait aussi soulager l'ancienne infra et donc, par la même occasion, retrouver la performance sur notre DPI et nos anciennes applications. Nos applications sur notre ancienne infra. Donc, en juin 2019, on a migré toute l'infra Citrix. Donc, on va dire que ça s'est passé très bien. Et en plus de ça, comme on avait des grosses baisses de performance et que là, on est passé en full SSD sur Nutanix, on a pu voir un gros gain de performance. Les temps d'ouverture de session ont été divisés par 2. Donc, c'est quand même un très gros gain de performance. Mais c'est dû aussi à notre ancienne infra qui ne supportait plus la charge. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la première phase. En deuxième phase, on a fait toute la partie, on va dire, c'était notre cluster qu'on appelait production sur VMware. Donc, on a migré 200 VM de production. Il y a toutes les VM applicatives du labo, de la radiologie, le PAX court terme, c'est ce que j'expliquais en introduction, pas le PAX long terme. Mais ça s'est aussi beaucoup vu sur ces applications et notamment sur le PAX court terme. Les radiologues se plaignent de grosses lenteurs d'accès aux images court terme. Donc, tout ça s'est passé récemment, en mars, juste avant le confinement. On a fini pour le confinement. Donc, on a migré 200 VM. Et enfin, je vais faire la dernière phase qui est en cours. Et est-ce que vous diriez que les délais ont été tenus, vous, par rapport aux expectatives que vous aviez sur ces migrations? Oui, les délais ont été, oui, les délais ont été tenus. En fait, on a l'installation de l'infra Nutanix en elle-même est très courte. En une semaine, les serveurs étaient rackés, le réseau, tout ça est très court. La migration en elle-même des VM, c'est du vMotion, puisque nous, on a fait le choix de ne pas changer de solution de virtualisation. On est resté sur VMware. On ne s'interdit pas de regarder côté Nutanix, mais en fait, c'était comme on sait que c'est progressif comme migration, on ne voulait pas gérer une infrastructure hétérogène d'hyperviseurs, avoir une partie chez Nutanix, une partie chez VMware. Donc, pour l'instant, on reste chez VMware. On ne s'interdit pas, quand on aura tout fini, de réfléchir et aussi d'étudier la chose en termes financiers et tout Bien ça. sûr. Donc, Il y a également une petite question de la part de Monsieur Martineau du CH d'Angoulême qui porte aujourd'hui dans un premier temps sur la différence de choix que vous aviez effectuée entre notamment VxRail et Nutanix. Euh, Est-ce que vous pourriez peut-être détailler un petit peu plus là-dessus, Monsieur Patricens? oui, bon, du coup, il y a des noms, donc je vais dire. Les 3, c'était SimpliVity, enfin HP SimpliVity, VxRail et Nutanix. Donc, bon, on va faire carte sur table. SimpliVity nous proposait du 1+1, pas du 3+3 ou du 4+4 comme Nutanix. Pour toute notre production et pour tous nos Citrix, c'était 1+1. C'était bien en termes d'encombrement et tout ça, mais nous, le 1+1 nous faisait quand même très peur, puisque qui dit 3+3 dit un nœud tombe. Il en reste quand même beaucoup. Alors que 1+1, un nœud tombe où on peut faire la maintenance sur un nœud,
il n'en reste très peu. Donc SimpliVity a été assez vite éliminé, on va dire, dans cette démarche par rapport à ce qu'ils nous proposaient. Il restait en balance VxRail et Nutanix. Nutanix, donc là, vous avez expliqué tout ce qui allait très bien. VxRail, on a été moins convaincu par la partie gestion vSAN et le côté, enfin, l'interface et le management de vSAN. Tout est automatisé, mais on a testé des choses qui n'étaient pas si automatisées que ça. Et en plus de ça, niveau financier, ils étaient à peine, on va dire, à peine un peu plus chers. Et ils n'avaient pas su nous proposer, enfin, on n'avait pas phasé avec eux, ils n'avaient pas su nous proposer une solution pour notre infrastructure Oracle. Je vais arriver là en plus, je vais y arriver. Ils n'avaient pas su à ce moment-là nous proposer, enfin, ils ne nous avaient pas proposé, ils ne nous avaient pas fait de plan détaillé sur comment migrer Oracle, comment ils prenaient en compte la problématique Oracle. Donc, Nutanix, pour la partie Oracle, avait une réponse claire, nette, et nous savait nous proposer un séquençage avec le prestataire. J'en ai pas parlé, mais. Donc, c'est un peu pour ça que la réponse Nutanix me paraissait plus pertinente. Très bien. Et donc, ça permet d'introduire la partie juin 2020. On est dedans, c'est prévu pour la fin du mois. On en a parlé, enfin, lors de la démo ou en première partie, il a été discuté de petites infra 1+1 pour les remote sites et aussi pour répondre à une problématique Oracle, puisque nous, on avait que, on va dire qu'on avait 2 ESX de Beaker qui étaient licenciés pour Oracle. Donc, il nous fallait, si on ne veut pas un surcoût de licence Oracle, il nous fallait une réponse Nutanix, une réponse avec le même nombre de cœurs CPU. Donc, Nutanix nous a répondu avec une solution 2 fois 1 nœud, donc la même technologie que les remotes. Et ça a été signé. Ça, la mise en place est prévue pour la fin juin. Donc là, on est en cours, ce n'est pas tout à fait fini. Une fois qu'on aura fini cette brique, on pourra dire que l'ancienne infra n'existe plus, parce que pour l'instant, elle est allumée juste pour ça. Et bon, pour le DPI, puisque là, on en parle, migration du DPI, on a une nouvelle version du DPI qu'on teste sur la prod Nutanix en ce moment, et qui va basculer en fin de mois de juin. Donc, on fait les tests dessus, ça se passe très bien. Il y a plus de performance. On a juste, pour l'instant, on n'a pas basculé l'ancien. Donc, tout ça, c'est en ce moment même, parce qu'en juillet 2020, on va intégrer un nouvel établissement, l'établissement public de santé de Garassi, qui est sur Saint-Jean-Pied-de-Port dans le GHT. Et il faut qu'on commence sur le DPI sur cette nouvelle version, donc sur la prod Nutanix. Donc, il faut savoir que sur cette prod Nutanix, pour l'instant, on a les applications de nos 3 futurs établissements. Donc, voilà où on en est. Très bien. Alors, donc, quel gain depuis l'installation de Nutanix? J'en ai parlé brièvement. Je vais faire un résumé. Donc, déjà, niveau ouverture de session sur Citrix, on a divisé par 2. Ça, c'est principalement dû à on va dire, de la performance en I/O en termes disque pur, puisqu'on est passé sur Nutanix en full SSD. Donc, pareil pour les améliorations des performances applicatives du SI. Donc, il faut bien comprendre, si on reprend le schéma du début, que maintenant, le réseau SAN, au niveau maintenance, en plus, il n'existe plus à proprement parler. Enfin, il n'existe plus. C'est une seule brique. Niveau encombrement, là, on rentre sur 2U, ce qu'on rentrait avant avec le châssis plus la bénétape. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est une vingtaine de U. Hein. Donc, niveau encombrement, niveau performance, c'est quand même simplifié. Donc, bénéfice pour la DSI, apporter les ressources nécessaires aux applications. On a augmenté, bien sûr, de surface de stockage. On est parti sur une génération de CPU plus récente, donc plus performante. Donc, dans toutes les mesures, on va dire autant sur le compute que sur le stockage, il y a des améliorations. La gestion centralisée, la gestion du stockage est simplifiée. Alors, il faut savoir qu'avant, on avait une bénétape avec un nombre de LUN important. Selon les performances qu'on voulait, il y avait différents types de LUN. Donc, une gestion des LUN assez complexe. En soi, c'est juste une gestion du stockage complexe. Mais maintenant, cette gestion du stockage n'existe plus à proprement parler au quotidien, puisqu'on a un bloc NFS, enfin, je sais pas comment, un conteneur NFS de 40 Tera, et le SX voit ce conteneur de 40 Tera, et un point, c'est tout. On ne fait pas de storage emotion entre l'un plus performante, plus moins performante pour essayer de trouver la bonne performance et tout ça. Là, on est en full SSD avec un seul bloc. Du coup, au quotidien, le stockage, on ne le gère plus.
La seule raison de gérer son stockage, c'est si on a une modification, l'ajout de disque, la suppression de disque ou du changement de disque suite à une panne. Donc la gestion du stockage simplifié, elle est quasiment nulle au quotidien pour nous. La visibilité de la consommation, bon, donc ça, je pense qu'avec la démo qu'on a vue précédemment, c'était assez parlant sur cette partie-là. Le gain de temps et réduction des arrêts planifiés. Là, c'est la partie automatisation des mises à jour. On en a parlé aussi avant, on en a fait une. Donc, si vous avez les licences qui vont bien côté VMware pour tout ce qui est DRS et tout ça, c'est vraiment du one-click et on n'a pas besoin de vérifier si le driver disque et le driver de la carte réseau et si tous ces drivers-là sont compatibles avec la version de l'ESX, avec la version de Prism, d'AOS. Donc, tout ça est automatisé et en fait, c'est du one-click. Donc, ça peut mettre du temps, mais il n'y a besoin de rien faire. Il n'y a pas de matrice de compatibilité complexe à regarder. Donc, l'exploitation et la mise à jour est simplifiée par rapport à mettre à jour mon châssis, ma carte réseau de mon châssis, mettre à jour mon OS de switch SAN, mettre à jour ma baie SAN. Donc, tout ça, c'est un clic et tout est packagé dans Prism. Linéarité des évolutions en capacité et en finance sans limite. Donc là, c'est ce que je veux dire. Pour éviter de payer un Big Bang, on va dire 500 000 € sur une année parce qu'on veut tout changer, on peut étaler sur 5 ans et payer 5 fois 100 000 €. C'est-à-dire que comme nous, on a fait en 3 ans, enfin 3 briques qui correspondent à 3 ans au niveau budget. Donc, comme nous, on a fait, ça permet de lisser les investissements. Et ça permet aussi de lisser les investissements et aussi de lisser les évolutions en termes techniques puisque comme on l'expliquait, on peut rajouter un nœud d'une génération plus récente dans le même cluster. Ce qu'on ne pouvait pas faire, par exemple, pour notre châssis C7000, là, on était bloqué. Donc là, on peut acheter un nouveau nœud, et il fait partie du même cluster, et faire un roulement, parce que là, ce qu'on a lissé à l'investissement, on va le retrouver lissé quand on va faire le changement dans 5-10 ans, j'en sais rien, dans ces zones-là. Quand on va faire ce changement-là, on sait que le cluster Citrix, on va le faire en premier, l'année d'après, on va faire la prod et l'année d'après Oracle. Donc ça permet de lisser les investissements maintenant, mais aussi dans le renouvellement plus tard. Donc ça, c'est un bénéfice financier pour la DSI, donc à la fois technique et financier. Donc on le retrouve ce bénéfice à la fois dans la dernière partie, dans la partie pour la DSI. Donc le bénéfice économique aussi, donc réduction des coûts de licence VMware et Vim. Là, il faut savoir qu'avant, on avait 2 x 14, on passe à, pour l'instant, on a 2 x 7, mais on va rajouter un de chacun, à 2 x 8, à 16. Donc, les coûts VMware et Vim de sauvegarde sont divisés presque de moitié, pas tout à fait. Donc, presque de moitié. Donc, là aussi, c'est dû à une ancienne infra, donc des CPU beaucoup moins puissants. Donc, maintenant, pour le même CPU, on fait tourner beaucoup plus de VM dessus et on a besoin de beaucoup moins de nœuds. Donc, c'est aussi à en prendre en compte, ça a été une bonne surprise, on va dire, c'est la réduction des coûts des licences VMware et Vim. Et pour finir, différer les investissements et utilisations selon les besoins, ça revient avec la linéarité des évolutions en capacité et en finance. Donc, ça se recoupe, c'est autant sur le plan technique que financier, le fait que ce soit aussi modulable, qu'on puisse avancer par briques, niveau technique et niveau financier, ça a quand même un avantage. Ça évite de faire du big bang one shot et de demander un budget déraisonnable une année et devoir le justifier pourquoi cette année-là on dépense autant et pas les années d'après. Donc voilà. Et sur l'ensemble de ces bénéfices, est-ce que vous aviez, en prenant la solution Nutanix, vous attendiez à la totalité de cela ou est-ce qu'il y a eu d'autres bonnes surprises comme la réduction des coûts de licence? Non, on va dire que la gestion du stockage simplifié, on avait un stockage assez complexe. Alors, on le savait parce que déjà, ça, quand on avait vu les démos, on s'est dit, ah oui, ça va nous changer. Donc, on va dire que la gestion du stockage simplifié, pour nous, a changé beaucoup de choses. Et la réduction de coûts sur les licences a été une surprise puisque dans l'aspect commercial et dans notre approche, on ne l'avait pas perçu. C'est au moment où on a pensé au renouvellement, on a vu, oula, ah oui, finalement, il y a un autre attrait financier au niveau des licences qui n'avait pas été calculé. Donc non, je pense que là, on est assez complet sur les avantages que l'on a. Excellent.
Merci beaucoup pour ce témoignage. On a encore quelques questions qui ont été mises en place dans le chat. Est-ce que vous pouvez peut-être redétailler aujourd'hui ce que vous avez comme infrastructure en termes de nœuds et comment elles sont réparties en termes de clusters? Euh, Actuellement, si je compte donc la phase de juin 2019, on a 3 plus 3, c'est-à-dire que dans chaque salle, on a 3 nœuds. Donc les VM, on a une centaine de VM, on a fait comme on n'a pas de site secondaire, on a du, euh, du PCA entre les deux sites. Donc on en a parlé avec une réplication synchrone, ce qui a été montré sur Prism du Metro Availability en réplication synchrone entre les deux sites. Donc on a 50 VM dans chaque salle machine en 3 plus 3. Et pour la partie production, on a un cluster production, donc en 4 plus 4 avec la même configuration au niveau PCA, Metro Availability, avec réplication synchrone entre les deux sites. Superbe. Il y avait une question de la part du CH d'Angoulême pour savoir comment est-ce que vous adressez aujourd'hui la partie serveur de fichiers et la partie PAX NAS. Alors, oui, en effet. Alors, la partie PAX, on a le court terme qui est sur des disques SSD Nutanix. Pour l'instant, le long terme est sur un NAS à part. On travaille avec Telemis. Il y a un NAS à part. Alors là, ça n'a pas été un soin, c'est pas rentré dans la réflexion initiale d'hyperconvergence, même si Nutanix nous a présenté leur solution de stockage de fichiers déstructurés, NAS archivage, de nœuds haute capacité de stockage. Parce que en fait, le renouvellement du NAS ne correspondait pas en timing. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il a 2 ans ou 3 ans. Donc bon, niveau timing, ça ne correspondait pas avec ça. Donc peut-être qu'on va y réfléchir différemment, mais pour l'instant, nous, on n'a pas fait cette réflexion-là sur le NAS. Ah, Et pour le serveur de fichiers, pareil, on a on a un NAS serveur de fichiers qui est récent, donc il n'est pas rentré, il n'est pas rentré dans la réflexion. Je ne l'ai pas testé, pour l'instant, c'est pas par choix, c'est parce que c'est pas rentré dans la réflexion. très bien. Si d'autres personnes ont des questions, on va essayer d'ouvrir un petit peu aussi les questions. Vous pouvez les poser à l'oral si vous le désirez, c'est aussi tout à fait possible pour un peu plus d'interaction. Il y avait peut-être aussi des questions sur la démonstration technique, on peut aussi revenir en arrière, c'est tout à fait possible. Pour ce qui est aujourd'hui des espèces services de fichiers, les PAX-NAS, c'est aussi des choses que nous, on effectue avec d'autres CH en France, qu'on sera très heureux de vous présenter par la suite. Oui. Alors, il y a une question aussi sur la réplication synchrone ou near synchrone. Alors, c'est un peu plus technique, mais je vais y revenir rapidement. Du coup, effectivement, chez Nutanix, la réplication, en fait, on peut faire de la réplication asynchrone, synchrone ou ce qu'on appelle le near synchrone, donc c'est-à-dire une réplication qui peut aller jusqu'à au minimum 30 secondes entre deux sites. Et ça peut être un besoin, en fait, si jamais les clients n'ont pas 5 millisecondes de latence ou moins entre leurs deux sites. Donc, effectivement, si jamais vous faites de la réplication synchrone avec plus de 5 millisecondes entre vos deux sites, vous allez avoir des problèmes de performance sur l'application et donc ce n'est pas recommandé. Ensuite, la réplication synchrone, en fait, elle est disponible quel que soit l'hyperviseur. Donc, vous pouvez utiliser l'hyperviseur ESX, Hyper-V ou HV pour faire de la réplication synchrone entre les deux sites. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème de faire cette réplication-là. Ce n'est pas uniquement la partie near synchrone. Voilà, c'était pour la question de Nicolas. Oui, justement, je voudrais revenir là-dessus. Parce qu'à chaque fois, en fait, qu'on a voulu mettre en place des protection domain avec de la réplication synchrone, Oui, on nous disait que c'était pas disponible sur le moment avec les versions qu'on avait d'HV. d'accord. Donc à chaque fois, on nous disait ça va venir, ça va venir, ça va venir. Bon, ça fait quand même un petit moment qu'on nous le dit. Et bien là, ça vient. D'accord. Donc là, sur quelle version vous êtes capable de me dire sur quelle version C'est sur la dernière version, si je me trompe pas, c'est la 5.17. D'accord. Ok. Ouais, c'est sur la 5.17, c'est bien ça. Ok, ça marche. Vous avez la réplication synchrone entre les deux salles. Attention aux 5 millisecondes de latence entre les deux sites. Ouais. Parce qu'on est en near sync sur 5 minutes. Oui. On aurait voulu optimiser un petit peu sur certaines VM. Ouais. Bah, vous pouvez aujourd'hui le faire et le near sync est descendu à 30 secondes entre les deux sites. Ok, ça marche. Voilà, Merci. avec plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions que vous souhaitez poser
soit au CH de la Côte Bac à M. Pétrissens, soit peut-être sur la partie démonstration, des choses sur lesquelles vous aimeriez qu'on revienne en arrière. Moi, j'avais une petite question concernant le CH Côte Basque. Est-ce qu'il peut, la personne, monsieur, je ne sais plus son nom. Défense, oui. Merci. Bonjour, monsieur. J'aurais voulu savoir, avoir un peu plus de détails sur votre infra en fait dédié Oracle avec vos 2 nœuds, parce que j'ai pas tout bien saisi en fait. Comment vous fonctionnez au niveau d'Oracle avec les 2 nœuds? Ok. Ça, on pourra en discuter si vous voulez par mail. Après, là, c'est Ouais, l'installation qui va se passer en fin de mois. d'accord. Donc, c'est tout neuf pour moi aussi, cette partie-là. Ok. Parce qu'en fait, nous, on a une problématique, c'est qu'on a un serveur physique Oracle. On a des licences en standard, malheureusement. De ce fait, on voulait présenter en fait un VG à la machine physique. Le truc, c'est qu'on veut sécuriser un maximum. Donc, en fait, on veut pouvoir basculer d'un cluster à l'autre, d'une salle à l'autre. Donc, comme on est en standard, on nous a proposé, j'avais posé la question là. Cédric m'a parlé d'Oracle Oracle, mais le problème, c'est qu'on n'a pas la licence. Oui, d'accord. Donc, quand c'est comme ça, on se pose la question de savoir comment on peut, quelle est la bonne pratique, s'il y en a une, dans ce cas-là, quand on est en licence standard et qu'on veut sécuriser un maximum les bases entre 2 clusters. Du coup, je vais regarder effectivement, parce que moi, effectivement, la réponse pour moi était la partie Oracle, mais Ouais, moi, c'est sur pas les types de licences. ouais, Du coup, je vais regarder avec des licences standards comment on peut faire. Je prends la question et puis je reviendrai vers vous, d'accord? ouais, ok, super. Souci, ouais. Ça marche. Merci. Plein. Moi, Anthony Martineau, bonjour, du CH d'Angoulême. Je suis Vous m'entendez bien ou pas? Très bien. Ouais. Bonjour, merci pour toutes ces présentations, super intéressantes. Donc moi, je suis très intéressé par ces sujets parce que comme beaucoup, on est dans un projet de migration de notre infrastructure de stockage. Alors voilà, pour rien cacher, aujourd'hui, nous, on est full Dell EMC, ça va voilà, de la baie de stockage jusqu'à la partie sauvegarde. Donc aujourd'hui, vous vous doutez bien qu'on a voilà, des échanges avec eux principalement, mais voilà, je ne ferme pas la porte à d'autres solutions. Et aujourd'hui, voilà, je suis très intéressé par le témoignage du CH Côte Basque, parce que on est un peu tous dans les mêmes problématiques. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'accompagnement que vous avez eu par Nutanix, et est-ce que vous avez réussi au final à migrer vraiment tout ce que vous vouliez migrer? Moi, je me mets voilà, dans le phasage du projet. Moi, aujourd'hui, on a tellement de services à migrer. Quand je parle de services, c'est de la partie bloc avec du boot on SAN comme vous, on a toujours des châssis Blade vieillissants qu'on n'arrive pas à se séparer. On a de la baie de stockage VNX sur lequel on a du SAN, on a du NAS, on a de la partie fichier avec du snapshot et tout ça. Donc, je ne sais pas si vous aviez été voilà, aussi loin dans l'utilisation des baies de stockage, mais est-ce que ça, vous avez réussi vous à migrer l'intégralité sur l'hyperconvergence et Nutanix, ou est-ce qu'il vous reste encore des choses qui traînent et que vous avez du mal à migrer et voilà, et des choses du coup à maintenir en plus de votre nouvelle infra d'hyperconvergence? Alors, sur la partie serveur, sans parler du SAN, on aura tout migré à la fin d'Oracle. Il reste vraiment que Oracle dessus. Sur la partie SAN, il nous restera un serveur, mais c'est pour archivage, c'est des données labo qui sont sur de l'AX et qui accèdent en mode bloc directement à la Benetap. Donc ça, on doit faire une réunion pour savoir comment on peut sauver ces données, y accéder, parce qu'on a un AX très ancien. D'accord. Vous n'aviez pas de serveur châssis Blade qui adressait en mode bloc Non. D'accord. Non, Nous, c'est pas du tout. une On des avait juste un problématiques serveur. qu'on a. Voilà, on a pas mal encore de serveurs qui n'ont pas été virtualisés pour plein de raisons, parce qu'il n'y a pas de chef de projet qui s'occupe de cette application pour l'instant, ou parce que c'est compliqué à migrer, parce que plein de raisons, mauvaises ou bonnes, peu importe. Aujourd'hui, on a ces problématiques-là qu'on est vraiment hétérogène dans les infras. Des serveurs physiques, des serveurs virtuels, du NAS. Et la partie NAS est aussi pour moi un problème. Voilà, on a fait le choix c'est récent au final, hein, il y a 3 ans, de passer toute notre partie PAX Telemis comme vous en NAS. Donc aujourd'hui, Telemis, c'est que des lecteurs réseau voilà, qui stockent les données. Et voilà. Quand on parle d'hyperconvergence, on se dit mince, comment on va faire si on a fait ce choix-là il y a 2 ans de partir sur du NAS
Alors, j'ai bien vu qu'il y avait des solutions chez Nutanix, mais ça, voilà, ça, si j'ai bien compris, oblige à changer de mode d'hyperviseur, si j'ai bien compris, hein. Alors pas pour la partie NAS, hein. Pour la partie NAS, donc c'est-à-dire serveur de fichiers. Alors, en plus, je ne sais pas si tout à l'heure vous l'avez vu, mais nous, on a beaucoup de VM Telelis, hein, on a un très bon partenariat avec eux. Et en fait, sur la partie NAS, vous pouvez tout à fait rester sur la partie ESX, ou alors vous pouvez passer sur la partie AHV. Donc ça, il n'y a aucun problème, si vous voulez, sur la partie NAS, de rester sur l'hyperviseur VMware parce que vous voulez rester dessus pour des besoins historiques que vous avez. Donc ça n'implique pas, si vous voulez utiliser la solution de NAS ou de Nutanix, ça n'implique pas en fait de changer d'hyperviseur. Par contre, effectivement, la partie NAS ne peut pas être faite avec l'hyperviseur Hyper-V. D'accord. Mais bon, ça, ok. Par contre, c'est vrai que ça augmente quand même pas mal le projet parce que ça veut dire quand même, bien sûr, migrer les données NAS, faire, je sais pas comment vous accompagner les clients, mais faire du robocopie ou, enfin bon, ça Généralement, alourdit beaucoup le. La méthodologie de migration, effectivement, elle va dépendre de votre environnement. Voilà, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on on gère quotidiennement ce type de projet de migration avec des mises en place voilà, complexes. Bon, moi, j'ai un exemple assez récent au groupement hospitalier Paris-Saint-Joseph. Donc, on devait être sur un environnement d'application métier de à peu près 200 VM et qui était sur des VNX, il y avait du Recover Point, il y avait un petit peu de tout, enfin des baies à droite, à gauche. Et puis, en fait, il y avait aussi une réflexion qui était inclue là, dans ce cas-là du PAX Carestream. Et en fait, voilà, on a mis en place 2 nouveaux clusters donc pour la partie application métier. Et puis, il y a un cluster qui est à part et qui va gérer la partie fichier PAX. Alors là, ils l'utilisent en mode bloc, mais ils auraient très bien pu l'utiliser en mode fichier. Voilà, ça, c'est vraiment une question de l'application, une question de l'éditeur, de ce qu'il préconise pour sa partie stockage PAX. Et la mise en place, en fait, a mis 3 mois entre la livraison et puis la totalité de la migration pour un projet qui était quand même assez conséquent. Alors après, ça demande une certaine disponibilité de vos équipes et de vous-même. Mais voilà, après, on est en mesure de vous rediriger aussi vers les services compétents, voilà, que ce soit chez nous en direct ou via des partenaires certifiés et qui font ça tous les jours. Ok. Sur la partie Oracle aussi, j'ai des interrogations, mais de toute façon, j'en ai tellement que voilà, c'est pas forcément le lieu de poser des questions. Mais aujourd'hui, donc, si j'ai bien compris, au niveau de l'UCH de la côte basse, c'est vraiment un cluster Nutanix dédié Oracle qui va être mis en place, qui est complètement décorrélé de l'autre cluster de production. Exactement. D'accord. Il n'y a pas aujourd'hui une possibilité de dire dans le nœud actuel, on est capable de fournir à Oracle la preuve que notre stockage ne peut être que sur 2 serveurs du cluster actuel sans avoir à créer un cluster à part. Ça, en fait, c'est les règles de licensing d'Oracle, malheureusement. Donc ça, on est dépendant en fait de leurs règles de licensing. Et vous l'avez vu hein, sur le passage de la 6.5 chez ESX. Maintenant, ils demandent en fait de licenser l'ensemble des cœurs qui sont dans votre data center, même si vous avez des fermes ESX différentes. Donc ça, malheureusement, ça ne dépend pas du tout de nous, hein, mais ça dépend uniquement d'Oracle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de clients qui le laissent sur du serveur bare metal. Au moins, là, ils ont la preuve que… c'est le cas, nous, c'est notre cas. Après, les éditeurs ont les éditeurs d'infrastructure ont des discours un peu différents. Notamment, le discours de Dell EMC est plutôt… on est capable aujourd'hui de prouver à Oracle qu'on est capable de bloquer le serveur Oracle sur tel ou tel nœud, et du coup, au niveau licensing, a priori, ça serait accepté par Oracle. C'est aussi des arguments commerciaux, je pense. Donc. Moi, en tout cas, je ne m'engage pas à la place d'Oracle. Hein. Et puis, je ne m'engage pas le jour où vous avez un audit chez vous. Ça, clairement. Et sur la partie donc stockage mode bloc, par contre, là, si on décidait de présenter du mode bloc à des serveurs physiques, là, pour le coup, il faut changer d'hyperviseur, c'est ça?
Non, non plus. Non, non plus. Non, non plus. Non plus. Il y a D'accord, pas donc de... j'ai pas compris ce qui, voilà, ce qui obligeait à changer, à prendre Alors, l'hyperviseur à HV de déjà, Nutanix. il y a rien, on va dire, qui vous oblige à changer d'hyperviseur. Chez Nutanix, on n'est pas du tout, on ne veut pas effectivement changer du sol au plafond. Il y a énormément, énormément de clients qui utilisent ESX. Nous, avec Michael, en région parisienne, on a beaucoup de clients qui utilisent Hyper-V. Et l'hyperviseur Nutanix, si vous voulez, c'est une possibilité pour vous. C'est pas quelque chose qui est imposé ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, si vous voulez passer sur l'hyperviseur Nutanix parce que vous voulez réduire vos coûts, bah, tant mieux, ça ne pose pas de souci. Et nous, en fait, c'est une solution qui est incluse déjà dans la partie Nutanix. Donc, il n'y aura pas de surcoût pour vous à passer sur l'hyperviseur HV, ça c'est sûr. Que ce soit sur la partie licence ou la partie maintenance, hein, c'est la même chose. Après, il y a une fonctionnalité, il y a deux fonctionnalités en fait qui sont uniquement aujourd'hui développées sur la partie HV. C'est la partie micro-segmentation, d'accord? Donc au niveau du networking. Donc ça, c'est un outil, un logiciel qui s'appelle Flow. C'est pas quelque chose que vous payez, hein, c'est quelque chose qui est additionnel. Mais si demain vous voulez mettre de la micro-segmentation dans votre data center, il faut effectivement utiliser le logiciel de chez Nutanix qui est HV. Et c'est pareil aussi si jamais vous voulez faire du stockage en S3. D'accord? Mais le stockage en S3, qui est valable aujourd'hui sur HV, vous pouvez très bien, comme le centre hospitalier de la Côte Basque, aujourd'hui, ils ont plusieurs clusters Nutanix. Et demain, dans votre data center, vous pouvez très bien avoir plusieurs clusters Nutanix. Un, par exemple, pour votre site de production, un pour le site de PRA et un pour la partie stockage S3. Donc, pareil, hein, chez l'hôpital Saint-Joseph, ils ont un cluster Nutanix qui est entièrement dédié à la partie licence, à la partie stockage PAX. Et en fait, ça leur permet en fait de réduire leur licence VMware, puisque dessus, en fait, ils mettent que de la HV. Et en fait, ils présentent une baie de stockage tout simplement à un autre cluster Nutanix. Donc, c'est surtout pour réduire les coûts. Mais il n'y a rien qui vous oblige à faire, on va dire, le Big Bang dans votre data center et à tout passer sur HV. Ça, il n'y a rien qui vous y oblige. Et même s'il y a une fonctionnalité type S3 qui vous intéresse, ben vous pouvez très bien garder l'ensemble de votre production de SX ou en Hyper-V et puis avoir un cluster Nutanix dédié pour la partie S3. Et de toute façon, le S3, c'est très souvent dédié parce que c'est des grosses volumétries. Hein. On parle de minimum 100-200 terrains hein, pour la partie S3. Donc, c'est rarement fait sur le même cluster que sur le cluster des VM. Mais bien garder en tête effectivement que l'hyperviseur Nutanix, c'est un choix en plus pour vous et il n'y a rien qu'on impose avec cet hyperviseur-là. D'accord. Ok. On a une dernière question sur le chat. Je propose qu'on y réponde. Alors, Monsieur Martin, vous parlez de Nutanix apporte une appliance supplémentaire à l'infra. Les témoignages portent sur des migrations de matériel seulement. Il est possible d'amener l'hyperconvergence sans avoir à tout migrer. Alors, si je comprends bien la question, évidemment qu'on peut amener de l'hyperconvergence dans son data center tout en conservant d'autres infrastructures en place. Hein. On a finalement assez peu souvent un Big Bang intégral qui se fait voilà, toutes mes baies de stockage et toute mon infra, je vais la porter sur de l'hyperconvergence Nutanix de préférence. Voilà, on voit cohabiter l'hyperconvergence avec des systèmes qui peuvent être déjà là. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Après, ce qu'on veut montrer, c'est que on peut capitaliser sur la plateforme Nutanix pour accueillir pas mal de types de données, d'applications et de cas d'usage au fil de l'eau. Donc souvent, les migrations se font petit à petit. Les clients se font la main sur l'hyperconvergence et puis petit à petit vont décommissionner du matériel existant en fonction des fins de maintenance, des fins de support ou alors des nouveaux projets qui vont se greffer sur cette nouvelle infrastructure. Donc il n'y a pas de voilà, on n'est pas du tout au tout, pas forcément. Si vous voulez, on est capable de le faire a priori. Hein, on fait de l'avant-vente, mais voilà. Donc il n'y a pas spécifiquement d'objection à faire cohabiter deux environnements. J'espère que c'était le sens de la question.
Sinon, n'hésitez pas à nous ressolliciter là-dessus. Je pense qu'on peut remercier déjà Monsieur Pétrissan pour sa participation à ce webinaire et puis votre participation à vous tous. Merci de nous avoir suivis. On va vous envoyer donc, nos coordonnées et puis le support de présentation pour la suite. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous contacter. On répondra à toutes vos questions avec plaisir. Arthur, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Merci à tous et merci beaucoup à Monsieur Pétrissens pour son retour d'expérience. Et on est vraiment disponible par la suite, comme dit Mickaël, pour répondre à toutes les questions restantes que vous pouvez avoir. On peut reprendre 1 heure à chaque fois en dédié sans aucun problème. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Merci à tous. Oui, au revoir. Au revoir.